Alors, en 2 mots, Pricing Hub, qu'est-ce qu'on fait? Notre mission est assez simple. On aide les retailers, qu'ils soient physiques ou e-commerce, à déployer leur stratégie pricing, c'est-à-dire optimiser leurs prix pour atteindre leurs objectifs commerciaux tout en respectant leurs contraintes. Comment on fait ça? Tout simplement, on actionne. Alors, tout simplement, s'il y avait notre Head of Data Science, il ne serait pas tout à fait d'accord avec moi, mais on actionne vos données internes et externes et on vous émet des recommandations de prix. Aujourd'hui, on va discuter avec Marwen et Philippe, et il me faut la petite zapette. On va vous expliquer comment, avec ces deux petites entreprises, on a déployé la recherche et on a mis le consommateur au centre de l'optimisation des prix en leverageant, comme on dit en bon franglais, la sensibilité prix de leurs consommateurs. Messieurs, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Pour ma part, Philippe, je suis en UK maintenant depuis plus de 14 ans, après 10 ans de retail sur la région parisienne, sur différents postes e-com, data et maintenant pricing, pour déployer tous les outils de transformation pricing. Marwen. Donc, Marwen, je m'occupe entre autres donc j'ai la partie projet process du pôle commerce sur Leclerc La Réunion, et j'ai également le chapeau de la cellule prix. Donc, j'ai pris le prix sur Leclerc La Réunion depuis un peu plus de 3 ans en fait. Merci. Alors, messieurs, pour commencer, si vous voulez bien nous donner le contexte dans lequel vous vous trouviez au moment de lancer ce projet d'optimisation des prix basé sur la sensibilité prix des consommateurs. Pour nous, mais comme beaucoup de personnes ici, je suppose, vous avez l'inflation galopante. Sur le marché UK, vous me rajoutez une petite couche de Brexit, ce qui fait qu'on a tout un système macro-microéconomique qui est plutôt hyper challengeant. Donc après, pour le contexte, le constat est hyper rapide. L'approche historique qu'on a du pricing n'est plus du tout adaptée vu la verticale accélération de tous les process pricing. Donc on a eu un énorme besoin de transformation et de montée en expertise sur le pricing. Et moi, j'avais un énorme besoin sur une capacité à mesurer la sensibilité prix des clients. Donc tous les topics de modélisation de l'élasticité prix étaient assez critiques pour nous. Marwen, de ton côté? Mon cas, en fait, vu l'insularité, on a connu des épisodes d'inflation par rapport au fret. Ensuite, ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Il y a quand même un gap très important entre le prix de l'alimentaire à La Réunion par rapport à la métropole. Il y a un chiffre de l'INSEE, on parle de 37% d'écart. On a connu également un épisode où on s'est retrouvé en mode de duopole avec un grand concurrent suite au rachat de Vendémia à La Réunion. Donc il y a une juxtaposition d'éléments de contexte qui ont fait qu'on ne pouvait plus gérer le pricing comme on le faisait avant en mode Excel, et il y avait un gros besoin de capitaliser sur ce qu'on fait sur le prix. Je ne sais pas si certainement vous le savez, chez Leclerc, on a cette obligation de respecter un indice prix par rapport contractuellement, on doit respecter un indice prix. Et donc, vu les éléments que je viens d'évoquer, la marge de manœuvre est devenue extrêmement mince. Et donc, il fallait apporter non seulement de la rigueur, mais il fallait de la précision dans notre gestion de prix. Et c'est là où on est arrivé au bout d'un cycle avec la gestion d'Excel où on ne pouvait pas tout pricer. On a fait des améliorations, hein, mais il y a un moment où il fallait passer à autre chose. C'est là où de faire appel à un outil de pricing s'imposait, en fait. Merci. Donc on peut, pour résumer, Brexit, inflation, guerre en Ukraine, concurrence, duopole. On voit qu'on est sur un contexte relativement simple et quotidien qu'on rencontre de plus en plus, malheureusement. On a un de nos clients, je ne me souviens plus lequel c'est, qui nous a dit on est entré dans la fin de la normalité. Et il faut s'habituer chaque jour à se réveiller un matin. Tu l'as vu, Marwen, toi, littéralement, il y a 15 jours avec le cyclone à La Réunion, on passe d'une gestion du quotidien à une gestion de la crise. Donc, on est parti sur des bases assez simples. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter, alors, si ça tourne, voilà, au-delà du contexte
éminemment, on en rigole, mais c'est pas drôle au quotidien pour vos équipes et vous-même. Quelles ont été les étapes de l'onboarding et surtout quelles étaient vos contraintes opérationnelles et stratégiques? La première étape d'onboarding, le setup du process. Donc à partir du moment où vous avez la data un peu structurée, ordonnée, c'est assez rapide pour nous. Ça a peut-être pris 2 mois pour la partie setup technique. J'avais un point de vigilance parce que je venais juste d'équiper le pays en étiquette électronique, donc c'était une tech qui était plutôt non mature, tout chaud sorti du four. Donc je faisais un peu gaffe que ça tienne bien. Et après, comme tout projet de transformation, qui dit transformation humaine. Donc là, les chantiers habituels d'adhésion, de communication, d'éducation de nos équipes, et surtout un gros palier de réassurance sur toutes les problématiques pricing. De ton côté, Marwan? Même si on est quand même une petite enseigne et on a 18 magasins, 7 hypermarchés, 11 supermarchés, on a 7 chefs de produits et la cellule prix, il n'y a que 2 personnes. Mais dans l'onboarding, on oublie souvent dans cette envie d'aller vite. Parfois, on zappe des réunions d'alignement et donc là, l'élément qu'a évoqué Philippe, il est très important de faire en sorte d'impliquer les gens et ne pas lever le pied sur ces séances d'alignement. Il ne faut pas passer, par exemple, plusieurs semaines à avancer avec l'éditeur sur des solutions, sur de la réflexion, et après revenir en arrière. Donc, vaut mieux comment être rigoureux dans ces éléments d'implication de l'ensemble des parties prenantes. Moi également, la problématique auquel on a fait face, qu'on a sous-estimé, c'est qu'on ne pouvait pas aller on avait construit les éléments, les règles, on a challengé notre politique de prix, notre manière de faire, qui était, elle, plutôt capée par les possibilités qu'offrait Excel et la charge de travail normale des gens. Et donc, avec un outil, ça ouvre les chakras sur les possibilités qu'on peut faire. Et donc, là, on a malgré tout zappé le fait qu'on n'a pas assez travaillé la partie chaînage. Et donc, du coup, dans les difficultés qu'on a rencontrées, on a perdu plusieurs semaines à essayer de rattraper le coup, de reconstruire tous les éléments de chaînage pour être sûr que quand on va lancer l'optimisation, qu'on ne fasse pas empirer le problème pour lequel on a voulu faire appel à un outil, quoi. Pour préciser, ce qu'on entend par chaînage, c'est la cohérence de gamme. Donc, s'assurer par exemple qu'un t-shirt, quelle que soit la couleur ou quelle que soit la taille, soit le même prix. Ou si vous vendez un sac de croquettes de 5 kg qui soit moins cher que le sac de 10 kg et que le prix au kilo soit cohérent. Voilà, on a 3 types de chaînage qu'il fallait qu'on pende, qu'on produise, qu'on définisse. Il y a ce que tu dis par rapport à la cohérence de gamme. Donc, c'est pas intéressant de vendre la brique de jus pomme qui est différente de la brique de jus d'orange, etc. Donc il y a cette partie-là, la cohérence prix au kilo, et surtout il y avait un gros travail à faire pour définir les écarts entre notre MDD, que ce soit l'EcoPlus et la MR et les marques nationales. Et donc tout ce travail-là, il fallait le construire, le produire, le paramétrer avant de lancer l'optimisation pour justement ne pas perdre ce qu'on a construit avec les moyens du bord qualitativement en termes d'écart entre notre MR et notre marque nationale. Il fallait faire en sorte de paramétrer ça pour ne pas faire n'importe quoi derrière, quoi. Lors de nos points, tu mentionnais, et tu as commencé ton point avec ça, tu parles souvent de la stratégie des petites victoires pour impliquer toutes les équipes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple dans ta communication? Ce qui se passe, c'est que avant, j'avais l'habitude de pricer et de dire au chef de produit, malheureusement, je dois rogner sur ta marge. Je dois rogner sur ta marge pour respecter effectivement l'histoire de l'indice.
Et ce qui se passe, c'est qu'on a pris des périmètres réduits. On a commencé par 2 rayons et on a démontré aux gens du commerce qu'effectivement, il y avait moyen d'améliorer la marge tout en gardant un bon positionnement prix. Donc du coup, les autres chefs de produits, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont eu envie d'accélérer le travail de production du chaînage, qui est un travail extrêmement laborieux. Et donc voilà. Minutieux. Voilà. Et le fait qu'on ait commencé avec 2 rayons où on a pu tester, montrer par l'exemple, ça a donné envie aux autres chefs de produits, quoi. Oui, c'est marrant parce que Laurent, je ne sais pas s'il est toujours dans la salle, ce matin, la FNAC, il parlait d'itération courte. Et pour avoir un espèce d'effet cliqué, une fois qu'on a validé une étape, on ne revient plus en arrière. Parce que tout le monde est conscient des gains et on a je suis désolé, je vais encore faire un anglicisme, on a onboardé les équipes avec nous. Toi, de ton côté, Philippe, ça a été la même chose, ou avec les premiers portefeuilles, alors périmètres produits été, avant de basculer sur l'hiver? Oui, pour nous, on a une activité qui est assez saisonnière. On vend du sport en été pour faire du sport l'été, du sport en hiver pour faire du sport l'hiver. Donc, on a des timings assez serrés sur les implantations. Et l'approche est hyper itérative. Donc, on se sert des learnings qu'on a eus sur une campagne été pour faire améliorer le process et confirmer des hypothèses sur la campagne hiver. Donc, tout ce process, en fait, itératif, nous permet d'améliorer au fur et à mesure. La perfection n'existe pas, mais à chaque fois, on essaie d'améliorer les process. C'est ça. Donc justement, les facteurs clés de succès, selon vous, d'une optimisation basée sur le comportement du consommateur, si vous pouvez donner 1 ou 2 cas d'usage que vous rencontrez. Pour nous, si on veut réduire à une phrase assez simple, il faut juste qu'on trouve le bon prix pour nos clients. Et on doit être beaucoup, beaucoup plus granulaire sur ce qu'on faisait dans le passé. Donc, l'approche qui nous manquait encore, c'était... On faisait des travaux chez nous pour essayer de mesurer une élasticité prix. Donc, on augmente les prix, qu'est-ce qui se passe? On baisse les prix, qu'est-ce qui se passe? La difficulté qu'on rencontre souvent, c'est qu'en termes de quantité de changement de prix, de variation de changement de prix, on n'en a pas suffisamment dans le cycle de vie de nos produits. Donc, cette approche expérimentale était hyper intéressante, puisque là, vous enlevez tout ce qui est contextuel et du coup, vous avez l'élasticité à l'instant T. Donc il y avait ce point clé de savoir exactement est-ce qu'on est capable d'avoir de belles courbes d'élasticité et sortir de l'expérience, avoir quelque chose de beaucoup plus data-driven. Donc ça, c'était un point clé. Et le deuxième point clé, c'est qu'on est quand même dans une situation de transformation, de crise. Il faut qu'on soit capable de générer de la perf et surtout de mesurer la perf. Donc la générer, c'est bien, la mesurer, c'est bien. Et la mesurer d'une façon simple pour être capable de l'expliquer à tous les partenaires, à toutes les équipes, c'est primordial dans la partie transformation humaine. Et de ton côté, Marwan? Moi, je pense, avec le recul, l'un des éléments facteurs clés de succès, c'était la maturité du donneur d'ordre, c'est-à-dire notamment en notre direction générale, sur que il n'y avait pas... le besoin était urgent, en fait. Et il n'y avait pas moyen de faire autrement que de passer un palier. Un autre élément que j'avais évoqué au début, c'est à chaque fois quand on était rigoureux sur l'implication de l'ensemble des parties prenantes, le contrôle de G, les chefs de produits, le commerce, le magasin, parce que le magasin, s'il a l'habitude de changer un certain nombre de produits, heureusement, entre les débuts de l'intégration et la fin, il ne restait que 2 supermarchés en étiquette papier. Et c'était bien d'informer le magasin pour dire, écoute, aujourd'hui, tu auras changé plusieurs centaines de prix avec tel impact, etc. Et l'autre élément également de vigilance, c'était cette histoire je reviens parce que c'était pour moi un élément qui a retardé le déploiement de l'outil, cette histoire de la production, de la définition de la partie
chaînage. Donc du coup, l'implication, information, avoir cette capacité de se projeter et également c'est rendu plus simple si de l'autre côté l'intégrateur il a du répondant, il a la possibilité de s'adapter par rapport à au besoin d'être agile et de ne pas attendre plusieurs semaines avant de valider des hypothèses de travail, etc. quoi. Très bien. Alors, je sais que c'est un sujet, on va dire, un peu confidentiel, mais est-ce que vous pouvez partager des résultats un petit peu chiffrés pour donner une idée à vos auditeurs de ce que ça peut donner, une optimisation? Quand on a lancé en octobre 22, quand on a commencé le process, donc nous, on a fait une première phase de test sur l'Angleterre, puisque c'était un des pays que j'avais équipé en étiquette électronique sur une campagne été. Ce qui est clair, c'est que dans la façon dont on mesure l'accélération des portefeuilles qu'on avait en test, on a eu suffisamment de signes positifs pour lancer une deuxième campagne automne-winter, qui est en cours actuellement, qui a suffisamment de signes positifs pour que je relance un déploiement sur 2 autres pays en test. Donc c'est sûr qu'on a une accélération. La façon dont on mesure l'accélération de la perf, c'est que sur UK, j'avais la chance d'avoir des magasins équipés, des magasins non équipés. Donc on fait une mesure classique d'augmentation de la masse de marge versus un contrôle groupe. Donc c'est quelque chose d'assez simple à comprendre, assez simple à divulguer dans toutes les équipes. Donc oui, c'est pas le petit Jésus, oui, quelque chose s'est passé, oui, c'est sûr. Ça accélère. Merci. Toi, Marouane, c'est, j'imagine aussi... Moi, j'avais l'habitude pendant les 2 premières années où j'ai pris la cellule prix, c'est qu'à chaque fois, je montais voir la direction générale pour leur dire il va falloir mettre plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros justement pour respecter le contrat enseigne, à savoir l'indice. Et là, du coup, il y a un gros changement de paradigme. Là, ils me voient comme il me voit plus comme un centre de coût, mais un centre de création de valeur. Donc du coup, quand je le vois, je suis beaucoup plus, quand je le vois, la direction générale et les adhérents, je suis beaucoup plus à l'aise parce que non seulement je peux gagner de la marge, mais je peux même gagner en agressivité concurrentielle par rapport à l'indice prix. Donc je ne dirai pas les chiffres, mais et voilà, quoi. Donc, je peux gagner de l'argent tout en étant plus agressif, quoi. Je regarde nos commerciaux, on pourrait mettre dans nos slides Pricing Up déstresse votre contrôle de gestion en valeur ajoutée. Je ne sais pas si c'est vendeur, mais c'est intéressant à rajouter. Merci messieurs. Pour conclure, alors, je ne vais pas tourner le doigt à l'écran, c'est pas très poli, on ne sait jamais, il y a peut-être déjà TPT derrière qui vérifie. Alors attendez, ça on vient d'en parler. La conclusion, donc évidemment chaque projet est propre à ses contraintes, ses objectifs et son organisation. Mais je pense que c'est un peu le fil rouge depuis ce matin. Il y a 2 points, c'est le change management et l'optimisation continue et la qualité de la donnée. Le change management, tous ceux parmi vous qui sont ou qui travaillent au quotidien avec des catégories managers connaissent la pression qu'ils ont d'un côté de vos directions d'atteindre leurs objectifs commerciaux, de marge, de volume, et de l'autre côté de leurs fournisseurs de respecter le marketing qu'ils ont mis en place, les campagnes promo qu'ils ont mis en place. Même si c'est très illégal, on sait qu'il y a des discussions sur le prix entre fournisseurs et distributeurs, donc ils sont pris en tenaille. Donc vous rajoutez par-dessus un outil qui peut donner l'illusion qu'ils vont perdre le contrôle, et ça nécessite un change management très fort. Répéter au quotidien que l'outil est là à leur disposition. C'est un outil, donc ils maîtrisent l'outil, ils maîtrisent ce qu'ils demandent, ils maîtrisent leurs contraintes, et c'est ce qui fait la différence. On revient sur la stratégie des petites victoires. De nouveau, l'histoire de l'itération courte. Et je ne flatte pas la FNAC parce que c'est un de nos clients, mais parce que c'est vraiment important. C'est voilà, une fois qu'on a vu que ça marchait sur un petit périmètre, sur un deuxième périmètre, sur un troisième périmètre, on s'achète une crédibilité. Et là, on peut aller plus loin. Et si un jour, ça ne marche pas, on pourra dire oui, mais les 99 fois d'avant, ça a marché. Et le point le plus important, peut-être, qui est une combinaison des deux, c'est savoir se remettre en question, se dire sur tel portefeuille produit, alors sur tel périmètre produit, pardon, je jargonne, on avait telle hypothèse, tel objectif, aujourd'hui c'est plus le cas. Pour vous donner une idée, nous jusqu'à on va dire la rentrée de septembre dernier, je pense qu'on avait 90-95% de nos clients qui cherchaient à optimiser leur marge.
parce que c'est ce qui fait bouillir la popote. Depuis, on voit l'inflation, on voit le ralentissement, on a une bascule. Alors, ça ne s'est pas inversé, mais on a de plus en plus de nos clients qui nous disent « Ok, je te donne une contrainte de marge, mais tu viens m'optimiser mes volumes ou mon chiffre d'affaires. » Mais ça, c'est cette capacité à se remettre en question, à se dire « Ok, nous, on part toujours de contexte. Est-ce que le contexte d'aujourd'hui est le même que celui d'il y a quelques semaines ? Oui, je reste. Non, je change. » Et ça, c'est très fort. Et un dernier point qu'on n'a pas mis sur le slide, c'est évidemment la qualité et la mise à disposition de la donnée. Là, on a 2 cas d'école. Ce matin, tu parlais de données pathétiques. On a de la chance avec ces 2 clients et d'autres d'avoir des best-in-class ou autres qui nous permettent d'utiliser de la donnée de qualité et surtout à disposition. La mise à disposition de la donnée, c'est ce qui fera la différence. Voilà, j'espère qu'on vous a renseigné, qu'on vous a aidé. Et il reste 1 minute 11 si vous avez une question. J'ai 2 ou 3 questions aussi moi après. Merci. Bonjour messieurs, Pierre Sgard, expert data chez Catamania du coup. De notre côté, donc on parle du pricing et on a évoqué aussi la marge. J'aimerais juste savoir si dans les changements, vous avez aussi un changement au niveau sécurité en termes de données, enfin d'accès à la donnée, notamment pour la marge qui est assez, on va dire, critique pour certains retailers. Oui, pour tous en vrai, mais bon, en tout cas pour nos clients. Alors nous évidemment, tout est sécurisé et on aime à dire qu'on est agnostique. On s'adapte à vos contraintes, que ce soit des transferts de données sécurisés via des buckets ou quelques formes techniques ou des API. Ça, c'est évident. C'est évidemment la première question hors métier, c'est comment on peut être sûr que nos données ne vont pas se retrouver sur ChatGPT ou autre. Non, chaque client est indépendant, il n'y a aucune donnée qui va d'un client à l'autre. On ne fait pas de benchmark qu'on va publier dans la presse ou quoi que ce soit. Voilà, chaque donnée est excessivement protégée. Et on a même chaque utilisateur au sein d'une entreprise n'a pas forcément accès aux mêmes données que son collègue. Moi, j'ai une question un peu taquine pour Pricing Hub et vous verrez si sa réponse vous paraît, si c'est vrai. Quand on vous a rencontré, quand Pricing Hub a été créé il y a quelques années, vous veniez d'une culture très digitale, très e-commerce. Et forcément, en digital et en e-commerce, on a une capacité à faire de l'élasticité calculée, on va dire, parce qu'on peut varier les prix très facilement, puis on regarde tout de suite les impacts sur les ventes, qui évidemment est plus compliqué à faire quand on est sur du commerce physique. Tout à fait. Et à l'époque, vous aviez donc une très forte culture technologique, algorithme, IA, enfin, sur les modélisations. Et vous étiez peut-être, je parle de ça il y a un certain nombre d'années, pas forcément dans le discours très sur l'onboarding. Et là, j'ai été frappé en t'entendant sur le fait que tu es très carnage, vous êtes complètement dans le monde physique maintenant, et tu insistes énormément sur des choses finalement assez pragmatiques d'onboarding des équipes, d'accompagnement, de change management, etc. C'est parce que dans le retail physique, vous êtes arrivé à la conclusion que le pricing devait se faire différemment, que la boîte noire, ça ne marchait pas forcément. Alors, voilà, je vais parler sous contrôle de Jérôme, et si je ne reviens pas l'an prochain, vous saurez pourquoi. Mais en fait, je pense qu'on n'a pas changé, comme dit Jérôme, on n'a jamais été boîte noire. Et moi qui viens, je suis un ancien Amazon, et ce qui me choque dans le bon sens, c'est à quel point on est transparent. Parfois, j'ai des débats, pas avec Jérôme, mais avec Guillaume, notre CPO, où je lui dis on est trop transparent. On n'a pas besoin de donner autant d'informations, pas parce qu'on veut cacher, mais parce qu'on a un risque de perdre l'interlocuteur. Quand vous voyez aujourd'hui, l'exemple classique, c'est Apple. Apple, vous savez jamais, à moins d'être un vrai geek, quelle est la puissance du processeur, quelle est la RAM. Ils vous vendent une révolution, ils vous vendent un service. Mais oublie le mot boîte noire, c'était pas ça qui était important dans mon propos. Je pense que ce qui est frappant et ce qui est intéressant dans ce que vous avez raconté dans les 2 exemples, c'est que on sent que tu vends une techno et tu vends un outil, mais que vous êtes énormément sur le sujet de l'intégration et du change, en fait. Exactement. Parce que c'est ça qui fait qu'un projet marche ou pas.
Nous, on voit, on doit être à 95 ou 96% de clients satisfaits, parce que je pense qu'on n'est jamais à 100%. Et pourquoi ? Parce qu'on a revu nos onboarding pour partir vraiment du besoin métier. Avant, on était, comme tu dis, très orienté technologie et optimisation. On a une culture de la performance très, très forte. Et on se rend compte qu'on ne peut pas avoir cette performance si les équipes ne suivent pas. On peut avoir les meilleurs résultats du monde si vous avez 9 catégories managers sur 10 qui sont persuadés que l'outil ne fonctionne pas, ben ça ne marchera pas. Donc on est revenu sur un côté un peu plus pragmatique, c'est le terme que tu as utilisé. On dit, ben voilà, on passe du temps à aborder les équipes. Vous voyez, hier, je suis allé chez un nouveau client. J'ai passé 2h30 à lui expliquer avec les équipes comment ça allait fonctionner concrètement. Et on a parlé de tout pendant 2h30, sauf d'optimisation algorithmique ou moteur de règles, quoi que ce soit. C'était vraiment comment il travaille au quotidien. On le sentait bien dans les exemples et c'est vous êtes assez convaincant, je trouve, sur le fait d'avoir l'expertise techno qui n'est pas nouvelle chez vous et d'avoir intégré la culture métier, en fait, Change, qui est intéressant. Par rapport à votre question, moi, je l'ai vécu avec notamment Guillaume et Christophe sur, oui, l'outil peut nous faire gagner substantiellement beaucoup d'argent, mais ça m'intéresse pas, moi, en tant que retailer où j'ai des magasins physiques, je prends un rayon d'épicerie où j'ai à peu près 8000, 9000 références, ça m'intéresse pas de changer les 9000 références, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans nos échanges, j'ai eu des moments où je disais à Christophe, moi je suis pas un site internet où je peux tout changer, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une adaptation de l'autre côté. Ok, très bien. On a eu une espèce de contrainte de plus. Ok, jusqu'où tu peux aller en termes de changement? Oui, je veux changer que 25% des nombres de références pour un début. Et tout de suite après, par rapport à votre question, il y a eu une adaptation métier. Et c'est pas, ça peut frustrer les data scientists derrière pour dire mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils ont moyen de gagner tant, pourquoi ils crachent dessus? Mais oui, mais j'ai des contraintes plus clients. Il n'y a pas que la marge. Il n'y a pas que la marge qui compte, quoi. Okay. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot ou si tout est dit. Ouais, je pense que tout est dit. C'est des points critiques de la transformation. Donc, on a besoin de cette transparence, on a besoin de cet accompagnement parce que vous avez besoin de réassurer vos équipes. Donc, la transformation, c'est compliqué. Le pricing, c'est hyper compliqué. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un onboarding, l'adhésion, la transparence du prestat qui va nous expliquer, qui va nous accompagner pour pouvoir rassurer les équipes, vous partez déjà avec un pied dans le plâtre. Donc, cette transparence est hyper importante. Ce qui est gênant pour Decathlon. Et peut-être une dernière remarque, hypothèse, vous allez me dire si je me trompe ou pas. On parlait d'IA tout à l'heure, on a commencé la matinée en mettant de l'IA. Alors est-ce que c'est de l'IA ce qui est dans votre machine ou est-ce que c'est juste du traitement un peu sophistiqué, élaboré? On peut digresser pendant des heures pour savoir où est la limite. Ma question c'est, j'ai le sentiment, mais je parle sous votre contrôle puisque sur les outils, vous l'avez pratiqué, j'ai le sentiment que les utilisations les plus directes d'une IA très avancée des dernières générations d'outils, est-ce que ça servira à calculer les prix? Et est-ce que c'est les algos et l'IA qui calculera les prix à la place des humains? Ouais, peut-être un peu, je ne sais pas si c'est là que sont les gains les plus importants. Moi, j'ai l'impression que par contre, il y a des gains, tu l'évoquais, formidables sur l'efficacité du scrapping, du matching, du chaînage, etc. Est-ce que vous confirmez ça que c'est... Moi, par rapport à la maturité, là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est avec Pricing Hub. On sait qu'il y a encore du potentiel par rapport à l'IA, mais me concernant, par rapport à mon cycle de vie avec cet outil-là, déjà, ne serait-ce que sur l'application stricto sensu des règles, ensuite la partie optimisation. On n'en a pas parlé, mais il y a un énorme impact de productivité par rapport aux équipes. Avant, on passait beaucoup de temps à suivre ce qui se passe sur le marché à la référence près. Maintenant, c'est automatisé. Les chefs de produits peuvent se concentrer sur leur métier de catégorie manager. Donc, du coup, par rapport à votre question, oui, il y a de la marge de manœuvre, certainement avec l'IA, et on l'a pu mesurer, mais ce qu'on a pu transformer à date, ne serait-ce que sur l'application des règles et sur l'optimisation et le gain de productivité, moi, à ce stade, ça me... C'est déjà considérable. Voilà.
Pour nous, c'est surtout d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Donc, dans l'historique de notre pricing, une des difficultés, c'est qu'entre le moment où le produit sort de nos usines et il arrive en étagère sur les magasins, j'ai 50 mecs qui peuvent toucher le prix. Donc ça, c'est une difficulté. Aujourd'hui, l'algorithme fera la phase de fin pour donner quel est le bon prix. Et en fait, l'objectif, c'est de déplacer l'humain plutôt en amont. Donc être sûr qu'on a les personnes au départ pour bien connaître le client, quel est le marché, quel est le bon prix. Non, quel est le bon produit que je dois avoir pour le bon client. Donc plutôt ramener toute cette force humaine sur la politique commerciale, la politique de prix, combien bien c'était l'environnement. Et en fait, l'algorithme fera la suite derrière. Pour répondre à ta question, en citant une de nos clientes qui a dit « Aujourd'hui, mes équipes passent autant de temps à faire du pricing, sauf qu'elles n'ouvrent plus Excel. » Donc ça veut dire qu'elles ont plus de temps pour réfléchir. Je crois qu'il y avait allez, une toute dernière question avec une petite réponse très rapide. Bonjour. Alors, question pour Decathlon et... alors, c'est Leclerc, c'est ça? Leclerc Réunion, oui. Merci. Donc, si je comprends bien, vous calculez une élasticité prix à la demande. Pour la calculer, vous faites varier les prix de vos catalogues. La première question, c'est dans quel intervalle vous vous permettez de monter les prix ou de descendre les prix? Donc, est-ce que c'est une augmentation de 100%, une diminution de 30%, de 40%? Donc, quel est l'intervalle? Et deuxièmement, une fois que vous avez fait varier les prix et que vous avez calculé l'élasticité prix à la demande, vous avez pu identifier, donc, par exemple, des produits qui sont très peu sensibles à des augmentations de prix. Donc, imaginons que vous avez identifié des produits dont vous pouvez augmenter le prix de 30-40%. Très bien, sauf que cette augmentation, elle intervient dans un contexte concurrentiel. Comment vous faites pour vous assurer que cette augmentation de 30-40% ou peut-être moins se mélange bien et s'intègre bien dans ce milieu concurrentiel pour ne pas se faire... pour ne pas trop augmenter les prix. Et comment donc Pricing Hub arrive... Et donc, comment Pricing Hub arrive à accorder ou à assurer aux sociétés clientes que le matching donc, des comparaisons, s'il y en a une, je ne sais pas s'il y en a une, que le matching des prix du catalogue est bien, accorde une confiance réelle aux clients. Ouais, 30 secondes de réponse rapide, puis vous en parlez à déjeuner, d'accord? Tu as soulevé tous les points de la transformation humaine, en fait. Donc, oui, il y a une variation de prix. Elle est beaucoup moindre. Donc, la phase learning, c'est plutôt dans un gap de plus 10, moins 10 pendant 8 semaines. Par contre, bien entendu, je ne balance pas ça sur du vélo en jour 1. Donc, il y a un choix de catégorie de produits sur lequel on se permet de faire cette variation sur la phase de learning. Donc, c'est plutôt un choix de portefeuille au départ. Nous concernant, même si on ne l'a pas encore lancé, le cahier de charge, le fameux bac à sable sur lequel on travaille, notamment puisqu'on est dans le retail alimentaire, c'était plus ou moins 3%. Hein. Donc, les pourcentages que vous évoquez, c'est un peu... Pour l'alimentaire, ça marche pas. Et après, les learnings, c'est exactement ce que j'attendais. Donc, les learnings, c'était de savoir, OK, est-ce que ça s'applique à toute notre portefeuille? Donc, enfin, l'offre Decathlon est immense et bien entendu, des portefeuilles marchent, des portefeuilles ne marchent pas. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas dans notre idée de faire ça surtout, puisqu'on a, on a des politiques fortes en termes d'accessibilité prix, où là, on ne fera pas de variation. Donc, ce test en grandeur nature, justement, permet de valider toutes ces hypothèses de façon data-driven, de dire, OK, sur quelle segmentation, sur quel type d'offre ça s'approprie ou ça s'approprie moins. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans les deux cas des deux entreprises, pour des raisons différentes, vous n'êtes pas des gens qui cherchaient à vendre le plus cher possible, acceptable par le consommateur. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a une espèce de mission de faire baisser les prix et de faciliter l'accès aux produits. Et donc, vous avez un jeu sur la maximisation de la marge qui, bien sûr, est présente parce que personne n'est ennemi de ses intérêts. Mais il y a en même temps un rôle de l'entreprise qui est de faire baisser les prix le plus possible, qui est un peu particulier chez vous, dans les deux d'ailleurs. D'autant plus qu'à La Réunion, ça peut très rapidement impliquer des risques autres que... Sociaux.
Voilà. Et Et donc, régulateur. je te confirme, oui. Notre objectif, c'est plutôt de faire descendre les prix, mais juste trouver le bon prix. Donc, quelle sera la bonne balance de prix qui permettra d'avoir la bonne accélération de quantité et de masse de marge derrière. Super, merci.